Et si la personne malade comptait plus que sa maladie? Alors pour introduire cette conférence, juste quelques chiffres. 400 millions de consultations par an traitent surtout des symptômes et non des causes de la maladie. Alors sur ces consultations, 90% vont se solder par une prescription et une boîte sur deux va finir à la poubelle. En plus, nous l'avons sans doute tous vécu, les consultations médicales sont très courtes, on s'intéresse à ce que l'on ressent, mais pas forcément à nous, à nos envies, à nos besoins. Alors une autre voie est possible et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Et nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Alain Toledano, qui est cancérologue, cofondateur et président de l'Institut Raphaël à Levallois. On l'applaudit effectivement, prenez place professeur. Vous êtes également directeur de la chaire santé intégrative du Conservatoire national des arts et métiers, auteur de L'art de soigner chez Humaine Science, un livre que vous allez dédicacer tout à l'heure sur le stand du Point. Et donc Étienne Gernel, directeur du Point, vous allez donc animer ces échanges. On va le faire ensemble, pour tout vous dire, on s'est plaisir. réparti avec Hélène le travail, elle pose les questions intelligentes et je pose les questions bêtes, chacun son savoir-faire. En tout cas, merci d'être avec nous, Alain Toledano. On est vraiment ravis et honorés que vous soyez parmi nous. Et je vais poser la première question bête, mais qui est la question, à mon avis, fondamentale, c'est... Alors c'est vrai, il y a une vie en dehors de la molécule. Je vous remercie pour votre invitation, d'une part. Ça nous donne l'occasion de partager ensemble une vision de la santé. Et je sais que le Point partage cette vision globale. Donc oui, moi je suis médecin cancérologue et je prescris des molécules thérapeutiques, des chimiothérapies, des immunothérapies, mais c'est pas suffisant. Donc il y a une vie à côté de ça. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la guérison ou les chances de survie, de guérison du patient ne dépendent pas que du traitement, ils dépendent aussi de son bonheur. Et ça, c'est une notion scientifique, le bonheur? Alors on a aujourd'hui la chance, grâce à la médecine moderne, d'avoir augmenté l'espérance de vie. On est à peu près à 80 ans dans les pays occidentaux. Mais on n'a pas augmenté l'espérance de vie en bonne santé. Elle est aux alentours de 60 ans. Donc on fabrique de la quantité de vie, mais pas forcément de la qualité de vie. Et on se retrouve en France avec 20 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques et qui en souffrent. Alors bien sûr, on parle de cancer, mais on peut parler des insuffisances cardiaques, des pathologies neurovasculaires, des insuffisances rénales, de la dépression, du diabète, etc. Donc comment on peut continuer à fabriquer de la quantité de vie avec des cohortes importantes de patients fragiles, avec des déséquilibres de vie, et pas se soucier de la qualité? Donc notre problème aujourd'hui, c'est de fabriquer de la santé, et pas uniquement de traiter des maladies. Et donc comment est-ce que l'on fabrique cette qualité de vie? On propose différentes activités, on prend en compte les besoins, les attentes des personnes malades. Comment vous définissez cette approche? Alors d'abord, il faut qu'on demande à chacun, est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Faites l'exercice, certains ne répondront pas et d'autres timidement vont se dire oui. Mais en fait, c'est quoi la santé? La santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie. Et la santé, c'est pas uniquement le silence des organes. La santé, elle va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé environnementale, comme on l'a vu tout à l'heure dans la conférence précédente, la santé sexuelle, la santé sociale, tout ce qui est bien-être au travail, relation à l'autre. Donc si on considère dans notre système de soins exclusivement le traitement des maladies, on passera à côté de l'amélioration de la santé des populations. Et cette vision de la santé globale qui va intégrer toutes ces dimensions, c'est un projet de transformation. Alors là, pardon, mais je suis obligé de poser la question parce que tout le monde n'osera pas la poser. C'est quoi la santé émotionnelle et la santé sexuelle en particulier? Alors, je suis sûr, voilà, il y a des gens qui avaient envie de poser la question. Hein. Je me trompe, monsieur, là, par exemple. Vous savez, par exemple, on a montré que la peur paralysait les gens. La peur faisait que les gens consommaient moins. La santé
émotionnel, c'est ce qui va faire qu'on se sent bien dans ses affects, ses sentiments et ses émotions. Donc, je prends un exemple simple. Un patient a eu un cancer. Vous savez qu'il y a 4 millions de Français qui ont ou ont eu un cancer. On peut rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être prisonniers de leur peur. Et donc la peur de rechute. C'est quoi une peur de rechute? Ça se traduit comment? On a des évitements cognitifs, des choses auxquelles on va s'interdire de penser, l'avenir par exemple, des évitements comportementaux. Il y a des gens qu'on n'ira plus voir, ils nous stressent, des activités qu'on n'ira pas faire. On peut avoir de l'hypervigilance, une anticipation dramatisée des événements. Tout signal du corps est perçu comme une alerte. Vous avez un corps au pied, c'est forcément un cancer. Et donc on va développer, parce qu'on est emprisonné dans la peur et qu'on ne nous a pas libérés en fait, on va développer des conduites de vie très paralysantes. Et en fait, on a plein de Français qui vivent en attendant. Alors, le Covid, ça a été assez révélateur de ça, parce que tout le monde était malade de la peur du Covid. Pas tout le monde n'était malade du Covid, mais la maladie était aussi la peur du Covid. Et beaucoup de gens encore aujourd'hui hésitent à venir nous voir en consultation parce qu'ils sont emprisonnés dans cette peur. Ça, c'est de la santé émotionnelle. Comment on trouve ces équilibres de vie, même quand nos organes nous laissent tranquilles, parce que nous, on doit gérer le risque, mais également la perception du risque. Donc il va falloir aller se soucier du bien-être mental. Étienne, vous disiez la guérison. Les patients, ils nous disent des fois, est-ce que je suis guéri? C'est pas au médecin de le décréter. Parce que c'est quoi la guérison? C'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Est-ce que c'est le médecin qui va décider que vous allez retrouver un bien-être social au travail ou avec vos proches? Donc c'est toujours une question piège. Et le patient qui ne se sent pas guéri, parce que c'est un sentiment d'être guéri, il va se sentir malade, parce qu'on a une conception très binaire. Et la santé sexuelle, alors, il faut faire l'amour pour éviter le cancer? Alors, il n'y a pas que la relation charnelle. Ah bon? Il y a aussi, dans la relation à l'autre sexe ou le même sexe, chacun il verra ce qu'il souhaite, mais il y a tout un état émotionnel dans la relation à l'autre et dans l'échange, dans le lien. Soit vous êtes renfermé sur vous-même, soit vous êtes dans le lien. Et je prendrai l'exemple de ce patient de 70 ans qui a un cancer de prostate et qui vient me voir tous les 6 mois. Et son cancer avait diffusé ailleurs, sur quelques os. Et en fait, grâce à des traitements, des médicaments, ce qu'on appelle une hormonothérapie, on calme le cancer de la prostate. Ce qui va générer chez lui 2 choses, des bouffées de chaleur insupportables. Celui qui a un remède, merci de me le faire savoir. Et puis, une dysfonction érectile. Et donc, un jour, il vient, comme tous les 6 mois, me montrer sa prise de sang, ce qu'on appelle le PSA. Et puis moi, je dis, le PSA est négatif, est à 0, et je represcris mon traitement. Mais là, je vois un visage triste, pas en colère, pas effrayé, triste. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et puis lui, il me dit, ma femme est partie, elle m'a quitté, et elle s'est mise avec mon meilleur ami, qui a perdu sa femme. Et donc, en fait, dans mon métier de cancérologue, on doit faire attention à ce que la maladie ne repousse pas. Donc moi, je dois lui prescrire ses médicaments, la solidarité prend en charge ma consultation, les médications, mais lui, il a moins de sens à sa vie. Lorsqu'on l'accompagne dans un projet, on a vu qu'il a commencé, alors on parlera tout à l'heure, par l'art-thérapie, le mouvement, la dynamique physique. On l'a revu sourire, on l'a revu formuler un projet. Et finalement, tout notre sujet aujourd'hui, c'est comment on améliore la résilience des patients. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme, par exemple. Et Boris Cyrulnik disait que la résilience, elle va être médiée par les affects, par le sens qu'on va donner aux choses et par l'interaction avec l'environnement. Et donc je pense pour nos patients qu'il va falloir qu'on redonne un sens à leur existence. Ils ne sont pas définis uniquement par leur maladie. Et alors donc précisément, pour atteindre ce bien-être que vous avez évoqué, maintenir le lien, vous proposez donc notamment à l'Institut Raphaël un certain nombre d'activités. Moi je voudrais savoir comment vous les définissez, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont employés. On parle d'intervention non médicamenteuse, de médecine complémentaire, de médecine alternative. Est-ce que c'est véritablement de la médecine? Est-ce que ces pratiques ont été évaluées? Est-ce que les résultats ont été prouvés? Je suis content de votre question, parce qu'en fait, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la médecine?
Alors, je vais vous donner la définition de la médecine. C'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour prévenir, soulager ou traiter des maladies, des blessures ou des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Donc la médecine n'a pas à être préemptée par la haute technicité. L'acte médical est aussi un acte de réassurance, d'accompagnement, un temps de présence avec le patient, une attention qu'on lui porte, une intention de le soulager. Donc c'est très important de ne pas accaparer la médecine par la technicité. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous l'aviez rappelé en introduction, sur 400 millions de consultations en France chaque année, 50% c'est pour traiter des symptômes de maladies chroniques. Mais qu'est-ce qu'on fait nous médecins? Il faut faire son autocritique. On coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne, alors qu'il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion simple. C'est pire que les journalistes. Je ne sais pas, je vous laisse la responsabilité. Et alors, bien sûr, on prescrit des médicaments dans plus de 90% des cas, contre 40% par exemple aux Pays-Bas, et ils ne meurent pas plus tôt que nous. On jette une boîte sur 2 à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Alors comment on fait en France quand on a de la chance? On a un système accessible, on a un système solidaire, on a un système qui dépense plus de 260 milliards d'euros par an pour la santé. L'éducation nationale, c'est 160. Donc on a mis le paquet sur la santé, mais ça nourrit quand même le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels de santé. Il y a des tensions administratives, des rigidités d'organisation. On pense que tout ne viendra pas de l'argent qu'on investira dans l'hôpital, même si on a besoin de nos hôpitaux. Il va falloir qu'on passe d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Donc c'est la refonte de la doctrine de notre système de santé qui va être indispensable pour le transformer. Alors maintenant, quand on a dit ça, comment on fait? Il faut s'occuper des patients, il faut leur donner du temps. Le temps, c'est de la qualité. Si vous donnez un temps d'écoute pour créer du lien, c'est super. Vous pouvez mobiliser les ressources internes de chaque patient fragile et vulnérable avec une écoute active. Maintenant, on va pouvoir communiquer certains outils. Les troubles du sommeil, 30% de notre population. Nous, c'est 70% en cancérologie. Les insomnies, les troubles de l'endormissement, les réveils nocturnes, les apnées du sommeil. Eh bien, si on apprend aux gens l'addiction aux écrans, à éviter les lumières bleues, si on leur apprend à mieux manger, la cohérence cardiaque, la méditation, s'ils se remettent à faire du sport. Donc bien sûr, il existe des interventions non médicamenteuses. On peut les appeler comme on veut. Il n'y a pas de raison de croire que c'est des médecines parallèles ou perpendiculaires. C'est juste des médecines complémentaires qu'on va intégrer. Et cette approche d'intégration, on l'appelle la médecine intégrative. Finalement, je préfère dire la santé intégrative, parce qu'elle se nourrit de tous les acteurs de la santé. Il n'y a pas que les médecins. Alors, dans ce concept-là, il y a quelques années, il y avait un type extraordinaire qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui a beaucoup apporté en fait, à ce moment-là, et que vous avez donc très bien connu. Racontez-nous un peu, parce que nous, c'est une expérience au point, il était venu à une conférence de rédaction qui avait duré 4 heures d'ailleurs, parce que tout le monde était fasciné, on n'arrêtait pas. Qu'est-ce qu'il a apporté, David Servan-Schreiber, au regard sur la médecine, par sa propre vie? Alors il y a son livre qui a fait un carton anti-cancer, mais par sa propre vie, en quoi vous situez dans sa filiation? C'est toujours l'occasion de rendre hommage à son ami, et donc merci de m'en donner l'occasion, Étienne. Avant David, mais David en était le digne héritier, Voltaire disait « L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. » Alors on n'est pas tous voltairiens, mais c'est quand même assez intéressant, puisqu'on prête encore serment sur Hippocrate, qui disait que ton alimentation soit ton seul remède. Donc bien sûr que les connaissances de médecine ont évolué, et c'est très bien. Mais la médecine moderne a toujours cherché à se libérer de freins, et notamment l'héritage des anciens et la superstition, en l'occurrence la religion et la tradition. Et pour se détacher de ça,
la médecine, on l'a rendue scientifique ou pseudo-scientifique. C'est Emmanuel Kant qui disait « La médecine est un art et non une science exacte et rationnelle ». Donc elle a encore un côté art. Alors, David faisait partie des avant-gardistes qui ont modélisé ce qu'on appelle l'épigénétique avant l'heure. Vous savez que dans toutes nos cellules, on a des noyaux. Et dans ces noyaux, on a un programme génétique sous forme d'ADN qui code pour plusieurs fonctions, et notamment le renouvellement des cellules. Quand vous vous coupez, les cellules, la peau se répare, les tissus se réparent, mais les cellules savent s'arrêter. Mais parfois, il y a un bug, et elles se renouvellent de façon anarchique, ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. Alors, il y a des éléments extérieurs qui vont réguler vos gènes. Le tabac, qui est un facteur de risque de cancer dont on va parler, l'alcool, les perturbateurs endocriniens, etc., peuvent réguler votre programme. Avant les médecins, et David Servan-Schreiber avant-gardiste, on avait les Rougon-Macquart et Zola, qui pensaient déjà finalement les tares héréditaires et l'influence de l'environnement sur l'homme. Et puis dans les années 70, les généticiens disaient « mais on ne pourra jamais décoder le génome ». Et puis finalement, maintenant, avec les outils informatiques, en 1 heure, il y a 3 milliards, ce qu'on appelle de paires de bases, de petits éléments, dans chaque génome de chaque individu, et on peut le décoder en appuyant sur un bouton on-off. Donc on sait lire les gènes. Mais on sait les réguler aussi, ou on sait qu'ils sont régulés, à défaut de le faire. Mais David Servan-Schreiber disait qu'il y a une influence de notre alimentation, de notre stress, sur notre santé physique, et qu'on pouvait réduire les risques en faisant attention à notre environnement, et bien avant l'heure de la génétique et du One Health. C'est-à-dire qu'il avait conceptualisé le fait qu'on n'est pas seulement programmé, mais qu'on est aussi façonné par notre environnement, et c'est pour ça que c'est un pionnier de cette santé qui va intégrer ces dimensions, toutes ces dimensions qu'on appelle la santé intégrative. Et on lui doit l'émergence, par exemple, de l'EMDR, c'est des techniques de traitement des traumatismes avec les mouvements oculaires, tout un tas de travaux sur l'alimentation et le cancer. Et Étienne, vous qui êtes friand des chiffres, vous savez aujourd'hui que 40% des cancers sont évitables. Évitable comment? Alors, comme 80% des maladies cardiovasculaires, évitables de la même façon. Si on s'occupe du tabac, de l'alcool, de la sédentarité et du surpoids. Et nous, on a moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention. Alors, donc ça veut dire que 3%, 80%. On peut éviter, on ne consacre que 3% de nos ressources au sujet des 80% qui sont évitables. Exactement. Vous savez que par exemple, quand quelqu'un a un accident vasculaire peut avoir une impotence à vie, c'est une détresse pour les aidants, pour tout l'environnement. Ça coûte à la société plus d'1 million d'euros, chaque accident vasculaire. Eh bien, c'est évitable. Et peut-être au-delà du sous-investissement que vous dénoncez, quelle est un petit peu la prévention que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'elle doit être davantage ciblée? Parce que c'est aussi tout un débat, que finalement la prévention telle qu'elle existe aujourd'hui ne touche pas forcément les publics qu'elle devrait viser. Exactement. L'équité dans les soins, dans l'accès aux soins, dans la prévention est fondamentale dans notre système solidaire où les uns vivent avec les autres. On est plus solides tous ensemble. Alors évidemment, quand on parle de prévention, on va se soucier de facteurs environnementaux, CF, conférence précédente, et comportementaux. Donc toutes les addictions vont nous intéresser. Mais dans les environnements, vous avez ce qui se passe en entreprise, les environnements psychosociaux. Il faut voir les ravages du burn-out en ce moment, du télétravail, etc. Enfin bon. Le télétravail? Ah oui, ça altère la santé mentale à de nombreux égards. On commence à avoir des études là-dessus. Donc avec modération, ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, comment modère? Il nous faut des données, des profils. Voilà. Et donc il y a les environnements, ce qu'on a dit, socio-professionnels, et puis la toxicité environnementale. Vous savez combien fait de morts par an la pollution? Je n'ai pas de formation écologiste, mais c'est un fait. 9 millions de morts par an. Comme si on engloutissait la ville de New York chaque année. Et c'est 100 000 morts en France. Alors, là par exemple, on a une salle qui est plutôt calme et reposante. On doit être à moins de 50 décibels.
Mais si, comme au restaurant hier soir, on est à plus de 55 décibels, on multiplie par 3 les risques cardiovasculaires. Et vous avez 3 millions de travailleurs français qui subissent une toxicité sonore. Donc voilà ce qu'est la santé environnementale. Donc on peut être un super spécialiste de la protéine déficiente dans la glande du pancréas et puis laisser partir un patient qui vit au bord du périphérique, qui allume des encens, c'est qu'une encens qui brûle 1 heure, c'est 12 cigarettes. Donc même si tu ne fumes pas, tu peux avoir des toxiques que tu inhales avec la pollution de l'air intérieur. Donc en fait, plaider pour une approche de santé globale qui intègre toutes ces dimensions de la santé, c'est certainement ce qui va créer de la valeur. Et pas qu'en santé, pour la société. Parce qu'on disait aussi, si vous diminuez de 30% la mortalité évitable, prématurée avant de 70 ans, à 10 ans, ça pourrait rapporter 10% de PIB. C'est un vrai programme politique. Et 10% de PIB en France, ça représente 230 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Pour la défense et pour l'éducation nationale. Bien, je vous propose peut-être de prendre quelques questions dans la salle. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Ah. Oui, une question là-bas. Oui, je me lève. Bonjour, je suis docteur Serroux, je suis médecin urgentiste, médecin généraliste et diabétologue à la Grande Motte. Et donc je voulais rebondir sur la place du médecin justement au sein de l'échange et de la prise en charge du patient pour peut-être évoquer le temps nécessaire à tout ça, parce que c'est vrai que si je peux vous inviter à venir nous voir, nous rencontrer à la Grande Motte, et vous allez voir que ça ressemble plutôt à un grand chantier avec des patients partout et les gens qui sortent, qui rentrent, qui sortent et tout le monde râle parce qu'il y a beaucoup d'attentes, plutôt qu'un environnement plutôt apaisant comme vous l'évoquiez tout à l'heure pour favoriser la longévité. Donc on essaye malgré tout de cadrer tout ça, mais il manque beaucoup de personnel médical. Alors, on a créé, nous, une CPTS qui regroupe différentes communes, et à travers ça, on essaye de recruter des assistants pour nous aider, justement. On essaye de développer en même temps des pôles avec des psychologues, justement pour favoriser le bien-être et la prise en charge des patients. Mais actuellement, rien n'est fait. Et demander aux médecins encore plus, alors qu'on nous demande de faire des arrêts de travail, c'est que des papiers finalement. Donc on fait 12 ans d'études pour faire des papiers d'arrêt de travail, c'est pas logique. Des certificats de sport, des infirmiers formés pourraient très bien le faire en 3 ans ou 4 ans de formation. Il y a énormément de choses qui pourraient être déviées. Voilà, dans l'écoute du patient, je pense qu'une complémentarité avec une psychologue et le médecin serait peut-être intéressant. Et mettre le médecin finalement au centre, avec toute une équipe, un peu comme une marguerite, avec des pétales tout autour de lui, qui communiquerait, qui permettrait justement aux patients d'être peut-être pris en charge de façon plus adaptée, plus professionnelle, et peut-être avoir d'un côté une psychologue, d'avoir son infirmier de pratique avancée. Voilà moi comment je conçois les choses, plutôt que demander au médecin de trouver encore du temps. Alors, en fait, la marguerite. Oui, vous avez totalement raison. Dans la marguerite, je mettrai le patient au centre et pas le médecin au centre. Mais sinon, je vous rejoins totalement. Et il ne s'agit pas de demander au médecin de combler les défaillances d'un système. Si l'assurance maladie régule des coûts d'actes techniques au lieu de promouvoir des modes de vie et la santé globale, on a un système à l'acte qui va faire que tout le monde court derrière. Donc il faut valoriser le temps, il faut des ressources humaines. Maintenant, pour écouter un patient qui a un problème de violence conjugale et autres, il ne faut pas forcément connaître la mitochondrie. On n'est pas obligé d'être docteur en médecine. Le travail en équipe, où le médecin a sa part de responsabilité dans la prise en charge de maladies, mais le travail en équipe doit être promu pour que ce temps qualitatif délivré aux patients soit la clé de voûte de la création de valeur. Donc il ne s'agit pas d'épuiser ces professionnels de santé, ça ne marche pas.
Un système qui ne prend pas en considération ces professionnels de santé va droit dans le mur. Donc même si vous dépensez 260 milliards d'euros, il y a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes en France, 40% veulent changer de métier parce qu'elles trouvent une crise de sens. Donc on ne peut pas courir derrière l'acte, il faut se détacher du règne de la quantité tout en étant efficient. Mais il ne faut pas non plus faire tourner les systèmes autour de l'hôpital ou à défaut autour du médecin. Il va falloir changer de doctrine pour passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative et idéalement tourner autour du patient en redéfinissant la valeur santé et la manière dont on l'accompagne. Et le médecin, il est un acteur majeur d'un parcours santé parmi d'autres. Maintenant, c'est un bon pilote. Donc heureusement qu'il y a des médecins qui voient 50 patients par jour et je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas suffisant, on a besoin d'autres personnes que nous. D'autres questions. Donc, Madame, je vous laisse passer le micro. Oui. Bonjour. Questions courtes et réponses courtes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces échanges qui étaient très intéressants. Moi, c'est Wassim Zitouni. Je suis ingénieur hospitalier à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Et je voulais vous entendre sur une question qui aujourd'hui est fondamentale, qui est les erreurs médicales qui aujourd'hui occasionnent entre 30 000 et 50 000 décès par an. Je voulais savoir, en tant qu'expert, en tant que professionnel de santé, quel est votre ressenti là-dessus et comment on peut faire pour limiter cette contrainte. Merci. Pour votre question. Alors si on commençait par dire l'erreur est humaine, on se rendrait juste compte que le médecin est humain. Mais c'est vrai que si une femme a des douleurs articulaires et que vous lui donnez un anti-inflammatoire, vous savez qu'il y a des risques de perforation gastrique, c'est statistique. Donc est-ce que c'est une erreur médicale? Est-ce que c'est un effet secondaire? Mais vous avez aussi des erreurs. Donc si on fait la promotion d'interventions non médicamenteuses, de donner du temps, on va diminuer ces erreurs. Mais dans les organisations, on ne peut pas les incarner que par un seul corps professionnel, en l'occurrence le médecin qui sent qu'on lui met tout dessus. Donc on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin d'organisation de système. Donc ça fait partie de l'amélioration du système. Je fais des réponses courtes, comme je sais que... Alors, on va prendre une dernière question. Question courte, réponse courte, effectivement. En 1 minute, on vous écoute. Bonjour, Dominique Mignana. Moi, je voudrais sûrement apporter un témoignage en tant que malade et porteuse d'une maladie orpheline depuis ma naissance. Ça fait 64 ans que je mène un combat pour être soignée et que je suis confrontée à la dégradation de notre système de santé. Parce que quoi qu'on en dise, les moyens manquent. J'en veux pour preuve. J'ai été soignée à Garches, on menace de fermer. Et il n'y a aucun service équivalent pour des pathologies lourdes. Je veux témoigner de la difficulté que l'on a de plus en plus dans la prise en charge lorsqu'on a une maladie longue, grave et aux conséquences multiples. Merci pour ce Je mène un combat permanent. J'ai attendu 4 jours une intervention pour une fracture du fémur. J'ai été préparé 8 fois à l'intervention. J'ai attendu des heures et des heures sur un brancard dans des couloirs. Tout ça, après on va me faire des discours sur la prise en charge de la douleur. On va me sortir des évaluations de cette douleur. 64 ans que je la vis, que je combats et que je veux être entendu. Merci. 64 ans que je vois qu'on évolue mal. Avec le SIDA, j'ai vu que le malade commençait à être entendu. Avec la Covid, on est reparti en arrière. On nous impose une vaccination pour être pris en charge. Alors qu'avec une maladie orpheline, je vous mets au défi de savoir quelles conséquences aura sur moi une vaccination. Merci. Merci. On peut vous applaudir, c'est un témoignage très fort.
Comme vous l'avez vu, nous aurons demain un très beau débat donc à 10h sur effectivement les maladies rares. Peut-être un mot, Alain Toledano, j'imagine que voilà, c'est des témoignages qu'il faut entendre et qu'il faut considérer avec urgence. Pour nous, les médecins, il faut remettre le patient au centre du système. Et pour le système, il faut remettre l'usager au centre. C'est pour ça que la loi sur l'autonomisation du patient, l'université des patients qui intègrent les systèmes pour la refonte et la transformation, puisque vous l'avez dit, madame, cette vérité est incarnée, on ne peut pas continuer comme ça. Donc personne n'est satisfait du système, il faut donc le changer et le transformer. Merci beaucoup, on vous Merci applaudit. infiniment. Je rappelle, voilà, on vous applaudit d'abord. Et donc je rappelle que vous allez dédicacer votre ouvrage, hein, L'art de soigner, donc sur le stand du Point. Juste là. Juste là. Et qu'il y a toujours, hein, n'hésitez pas également à visiter notre très belle galerie avec beaucoup d'animations de la part de nos partenaires. Et on se retrouve donc dans quelques minutes avec notre prochain débat, itinéraire d'un patient choyé. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.